En ce moment, les isekai cartonnent, et c'est normal, il y a beaucoup de pépites dans ce genre. Mais la fantasy japonaise, c'est bien plus vaste et varié. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble toutes ces facettes, au-delà des isekai classiques. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aita. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le rechercher pour vous. Les fans de manga et d'anime le savent. Il y en a pour tous les goûts. La fantasy japonaise, en particulier, se distingue par son incroyable richesse. En tant que genre à part entière, elle enveloppe encore une multitude de sous-genres pour offrir des histoires encore plus variées. Que vous soyez amateur d'action, de dark fantasy, de romance ou de saga culinaire, vous trouverez forcément votre bonheur dans la fantasy japonaise. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi les auteurs font souvent le choix de l'isekai, partager avec vous quelques titres et enfin parler d'un OAV qui est une excellente introduction pour ceux qui veulent découvrir la fantasy japonaise. Avant d'aller plus loin, merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui like, c'est gratuit. Merci aussi pour vos nombreux commentaires sur le premier dossier interdit. Et je profite de répondre de manière globale à plusieurs de vos questions. Oui, chaque dossier interdit explorera un animé marquant et mature, comme Dino Saber, Cyber City Audio 808 ou La Cité Interdite, en dévoilant leur histoire de production et leur impact. Attendez-vous à d'autres titres cultes et parfois controversés, pour une découverte ou redécouverte approfondie de ses œuvres. Attacher l'isekai à la fantasy n'est pas entièrement correct, mais je vais rester simple. Les auteurs utilisent souvent le concept de l'isekai pour expliquer le mécanisme et les règles de leur univers. Prenons l'exemple d'une guilde d'aventuriers. Comment justifier que le héros, né dans ce monde, ignore les bases? Facile, il vient d'ailleurs. Ainsi, la réceptionniste peut introduire les systèmes de grades avec les promotions, les quêtes, etc. à la fois pour le héros, mais aussi pour les lecteurs ou les spectateurs. D'ailleurs, il est fréquent que le héros, après quelques chapitres, oublie presque ses origines. Mais ce n'est pas une généralité, et il y a des auteurs qui ont parfaitement inclus le concept de l'isekai dans l'écriture du personnage. Prenez par exemple le manga Kasai Madoshi no Isekai, qui se traduit par une mage de ménage d'un autre monde. L'héroïne est une jeune femme qui a une vie normale avant de se retrouver dans un monde de fantasy. Elle va donc utiliser ses nouvelles compétences pour la magie, non pas pour combattre des monstres, mais pour résoudre les contraintes quotidiennes de tous les aventuriers. Comme par exemple faire la lessive, préparer des repas chauds, faire la vaisselle. L'ambiance du manga est très apaisante et l'histoire, même si elle n'est pas épique, est passionnante. J'espère qu'un studio va bientôt l'adapter en animé. L'isekai est omniprésent dans la production actuelle et est souvent associé à des clichés comme des héros adolescents dotés de pouvoirs mystérieux qu'ils cherchent à maîtriser ou alors à dissimuler. Mais résumer la fantasy japonaise à ces clichés est un peu réducteur, même s'il y a du vrai. En réalité, la fantasy japonaise est un genre très riche qui, grâce à l'imagination des auteurs, s'est approprié et réinventé une multitude de genres pour donner naissance à des aventures fantastiques uniques. Comme ici un manga où le héros va devoir gérer une équipe multirace dans des matchs de baseball. Pour les puristes qui veulent de la fantasy à la manière d'un classique littéraire comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, avec un lore très riche et des personnages réalistes, il y a Lodos Tosenki. Dans cette production des années 90, les codes de la fantasy sont respectés avec des héros courageux mais pas des surhommes. Il y a de l'intrigue, des retournements de situation et une guerre en toile de fond, avec des protagonistes et des antagonistes qui possèdent leur histoire et leur motivation. Mais si vous êtes passionné de fantasy réaliste, sans dragons et autres créatures surnaturelles, je peux vous recommander Arslan Senki, qui est à l'origine une collection de romans japonais des années 80. Sans aller dans les détails, l'auteur s'est inspiré du Moyen-Orient pour écrire son œuvre, qui a été adaptée en animé.
et vous avez le choix entre le film et les OAV des années 90, qui sont superbes, ou alors son adaptation de 2015, cette fois-ci dessinée par l'auteur de Fullmetal Alchemist. Ici, nous sommes dans une guerre géopolitique, avec des alliances et des trahisons, avec un jeune prince exilé, Arslan, qui va tout faire pour sauver son royaume et aussi l'honneur de sa famille. Si c'est trop sérieux et que vous recherchez de l'humour et de l'action, il y a Slayers, qui reste une référence, même actuellement. Avec plusieurs séries, OAV et films, on y suit les aventures de Lina Inverse, une héroïne surpuissante en magie, mais tellement complexée par la petite taille de sa poitrine. Ici, c'est gag sur gag, avec un univers riche et des personnages secondaires ou en couleur. Je vous ai parlé d'auteurs qui se sont appropriés d'autres genres pour en faire un récit fantastique. Et bien voici un autre classique incontournable qui a réussi à mélanger la fantasy avec des combats de mecha. Tenku no Escaflowne, avec une histoire passionnante grâce à des antagonistes qui sont plus que de simples méchants. Dans la Dark Fantasy, je ne vais pas vous faire l'affront pour vous parler de Berserk, Claymore ou l'Attaque des Titans, mais le genre est aussi très bien fourni avec des histoires sombres et très peu de happy ending. J'ai quelques séries qui auraient leur place dans les dossiers interdits. Dans les séries très récentes, je peux vous parler de Unnamed Memory, qui, au-delà de la magie et de l'intrigue, est aussi une aventure romantique. Mais si vous voulez un isekai qui sort de l'ordinaire, vous avez Tondemo, Skill des Isekai, Hurumeshi, une aventure qui mélange exploration, camping et beaucoup de nourriture. En fait, il y a beaucoup de séries anciennes et récentes que je reviendrai dessus en vidéo, soit en découverte, soit pour vous parler de leur histoire de production. Pour vous, je vous pose la question, quelle série connaissez-vous? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Si je devais parler d'un titre à quelqu'un qui veut découvrir la fantasy japonaise, mais qui ne connaît pas bien les mangas et les animés, je ne recommanderais aucun des titres que j'ai mentionnés avant. Pourquoi? Autant Lodoss Wars et Arslan Senki sont passionnants, autant leur histoire est complexe. Ce serait comme montrer la trilogie du Seigneur des Anneaux à un novice en commençant par le deuxième ou le troisième film. Idem pour Slayers avec les gags qui peuvent dérouter quelqu'un qui ne connaît pas bien l'humour japonais. Et je ne vous parle pas d'Escaflowne où tout à coup il y a des robots géants qui débarquent. J'ai fait pas mal de recherches en gardant à l'esprit qu'il fallait quelque chose d'accessible même pour un novice en animé. Et j'ai eu une première liste d'une dizaine de titres. Ensuite, j'ai encore fait un nouveau tri en prenant en compte de nouvelles considérations comme le nombre d'épisodes, le type de contenu, la narration, etc. Et finalement, j'ai retenu cet animé, Ikkyo Tanken Famu to Iri, ou en français, Femme et Irie exploratrice de ruines. Avec 4 OAV pour un total de 2 heures, c'est un format parfait pour découvrir la fantasy japonaise. Je vais maintenant vous parler des OAV, qui sont à l'origine un manga en 2 volumes, sorti en 1991. L'anime a été adapté en 1995 par le studio Animate, avec à sa tête Takeshi Mori qui a sur son CV Kimakure Orange Road, Gunsmith Cats, Kenshin, Vandreed et encore des dizaines de séries. C'est un résumé large mais suffisamment détaillé pour connaître l'histoire et les personnages. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, allez à la conclusion directement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! L'aventure démarre pile dans une ruine avec nos 2 héroïnes prises dans un piège.
全てのものを我が意のままに動かさん。頼み方が悪かったかな。On découvre tout de suite que Femme et Irie forment une partie à deux uniquement. Irie, avec son armure rouge, est le cerveau du groupe. Avec son caractère tomboy et sa classe de guerrière, c'est elle qui va chercher les quêtes et occuper le front face à des ennemis. Femme, avec son apparence de félin, est la magicienne du groupe. Immature mais optimiste, elle prend la vie comme elle vient. En combat, elle travaille comme support avec des sortilèges d'attaque et aussi de soins. Tout de suite, dès le premier OAV, l'univers et son ambiance sont posés intelligemment, grâce à ce qui est montré mais aussi au dialogue des héroïnes. Ici, il n'y a pas vraiment de seigneur des démons à abattre, ni de royaume à sauver, mais juste un monde de fantasy normal à explorer. Quand tu nais dans ce monde, tu prends généralement le métier de tes parents. Un enfant d'aristocrate ira à l'école pour pouvoir grimper dans la société. Un enfant d'une famille de soldats fera carrière dans une école militaire et pourra devenir chevalier. Un enfant du peuple s'occupera de la ferme familiale ou deviendra artisan. En résumé, un noble restera un noble et un roturier restera un roturier. Mais pour échapper à son destin, il y a le métier d'aventurier. Une fois inscrit à la guilde, seuls les faits d'armes sont pris en compte. En théorie, parce qu'un noble aventurier aura toujours des avantages en équipement et en ressources. Mais ensuite, sur le terrain, seule l'expérience et la chance feront la différence. Par exemple, si tu actives un piège dans un labyrinthe, c'est le même tarif pour tout le monde. Le quotidien de nos deux héroïnes est donc d'explorer des ruines et tenter de trouver le trésor qui vont les rendre riches et célèbres. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve parce que les bibelots qu'elles trouvent ne leur permettent que de payer le repas et de dormir sous un toit, parfois. Parce que le plus souvent, elles ne mangent pas à leur faim et dorment plus à la belle étoile. Mais peu importe. Comme dirait Irie pour encourager son amie, c'est une liberté qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Mais voilà, pendant une nouvelle nuit à la Belle Étoile, elles vont croiser pour de vrai un vrai héros de fantasy japonaise. Vous savez, le genre beau gosse, noble de rang, mais aussi noble de cœur, qui est réellement en mission pour retrouver un artefact pour sauver son royaume et ceux qu'il aime. 僕は盗賊じゃありませんよ。夜道を闇雲に走ってはかえって危険ですよ、お嬢さん。Et c'est là que Femme et Irie vont choisir de s'embarquer dans le genre d'aventure qui peut réellement changer leur statut d'aventurière fauchée pour une noble cause, avec un beau prince et surtout une grosse récompense à la clé, si la quête est un succès.
そんな。 Juste un mot sur l'antagoniste final, un mage noir qui a bénéficié d'une bonne écriture, puisqu'il a aussi ses propres motivations. Parfois, derrière les meilleures intentions, on peut faire du mal à ceux que nous aimons, et cet antagoniste l'a appris à ses dépens. 大陸一豊かと言われる我が Je n'en dirai pas plus, mais les 4 OAV pour un total de 2 heures est une excellente introduction pour les personnes qui veulent découvrir la fantaisie japonaise. Avec un début et une fin, l'univers est mis en avant rapidement et les règles sont faciles à comprendre. Le contenu aussi est un bon mélange entre un peu d'humour, d'action et d'aventure, que vous pouvez voir seul, entre amis ou en famille. En conclusion, la fantaisie japonaise est un genre riche, complexe et fascinant à la fois. Très souvent, derrière une apparence simple et déjà vue, se cache une œuvre passionnante avec des personnages attachants et très bien écrits. Que vous soyez lecteur de manga, un passionné d'anime, les deux ou simplement novice, vous découvrirez une multitude d'œuvres captivantes, chacune avec une expérience unique. Fame et Irie, exploratrice de ruines, fait partie de ces œuvres-là. Pour ma part, je lis beaucoup de mangas et la fantaisie japonaise est l'un de mes genres préférés parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite à l'imagination. Et avec la multitude de sous-genres, il y en a pour tous les goûts. Et vous, qu'en pensez-vous de la fantaisie japonaise? Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je développerai encore plus le sujet au fur et à mesure que je présenterai d'autres œuvres de la fantaisie japonaise. Mais en attendant, je vais déjà préparer le prochain thème. Dans Fame et Irie, vous avez fait connaissance avec un personnage ficha, toute mignonne et innocente. Dans la prochaine vidéo, il sera question de 2 fichas qui ont fait fantasmer beaucoup d'adolescents dans les années 90, notamment avec une scène de striptease. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.